Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Carbao TV pour une nouvelle émission de Place aux experts qui est dédiée cette fois-ci au club Carbao de Voiron, dans l'Isère. On a 4 membres éminents de ce club qui viennent nous rencontrer pour parler de la transition entre le salariat et l'entrepreneuriat. Chose qui n'est pas facile. Souvent, c'est une étape de vie importante dans la vie de la personne qui vit ce moment-là, qui est très impactante. Nous avons autour de la table Alexandre Eriani. Tu es coach sportif, c'est cela, Alexandre? C'est ça, oui. Coach sportif, préparateur physique. D'accord. Et plus orienté sur la dimension santé. Et tu fais du coaching pour des groupes, des individuels? Alors, pour les groupes ou pour individuels. Soit sur je fais surtout de la marche nordique. Donc ça peut être aussi en individuel, en groupe. Et même pour certaines entreprises, je peux participer à des séminaires, par exemple. D'accord. En utilisant la marche nordique. Donc, tu organises des séminaires où tu participes sur des... Non, je peux participer à des séminaires sur la partie, on va dire, un peu plus conviviale. Généralement, quand on utilise l'activité physique, ça va être vraiment cet intérêt-là, en tout cas pour de l'émulation. de l'émulation, mais même sur la cohésion de groupe. Ça peut être intéressant justement de sortir des bureaux ou d'un plateau, par exemple. D'accord, ou d'un plateau. Tu veux nous emmener après faire un break. Ok. Accompagné aussi de Julie Rodriguez, qui va présenter son activité. Et Julie a une grosse actualité. Tu peux nous en parler si tu le souhaites. Avec plaisir. Petite minute. Avec joie. Donc moi, je suis coach de dirigeant, plutôt sur la partie état d'esprit, mindset. L'objectif étant de pouvoir co-créer un changement de paradigme, notamment dans la gestion de l'entreprise, en mettant la conscience au service de l'efficience. Mon actualité est très prégnante. Ça se passera le 12 et 13 décembre à Lyon. Et l'objectif... 2024. Oui, 2024. Oui, parce que s'il y a des gens qui voient l'émission un peu plus tard et qui vont sur ce lieu-là en décembre 2025, ils ne trouveront pas. Exact. Merci Walter. Peut-être si la première est une réussite. Exactement. Il y en aura peut-être un second en 2025. Non, mais en tout cas, là, déjà, le premier, c'est 12 et 13 décembre 2024. L'objectif, c'est vraiment de réunir 300 dirigeants d'entreprise sur la partie audacieuse et visionnaire pour vraiment impulser une nouvelle dynamique dans les entreprises et leur permettre de reprendre, en tout cas, une vision sur leur activité et pour redonner et fédérer les équipes. D'accord. Il y a un petit lien d'inscription qu'on peut dire comme ça, qu'on mettra sur... Oui, il y aura un lien d'inscription en effet en dessous de la vidéo, donc. Ok, on va le mettre juste en bas. Elle l'a plus en tête. L'idée, c'est de s'inscrire donc sur cette liste qui vous permettra en tout cas d'avoir des tarifs privilégiés. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Merci, ok, Walter. ça marche, Julie. Mais je t'en prie. Nous sommes accompagnés aussi d'un membre Carbao qui l'est depuis très longtemps et qui fait plusieurs régions en France. Alain Arcicasa. Eh bien, merci de me donner la parole, Walter. Donc, effectivement, je suis Carbao depuis plus de 5 ans maintenant et j'ai tourné entre Saint-Dizier, Voiron, notamment, que j'essaye de dynamiser en ce moment. Ouais. Mon activité première, c'est d'intervenir en tant que responsable RH à temps partagé dans plutôt les TPE ou les petites PME. L'idée, c'est d'apporter une véritable expertise en ressources humaines auprès des dirigeants d'entreprise qui souvent sont amenés à gérer toute la problématique de gestion humaine au sein de l'entreprise sans avoir les compétences. Voilà, donc l'idée est d'être vraiment opérationnel, d'apporter des outils, mais aussi de faire en partie ce que ne peut pas faire le gérant de l'entreprise, que ce soit au niveau des recrutements, au niveau de la gestion de la sécurité, au niveau des obligations du chef d'entreprise, au niveau de la gestion des contrats. Tout ce que fait un RRH ou un DRH dans une plus grosse société et qui du coup n'existe pas dans les petites. Donc l'idée, c'est d'intervenir à temps partagé, on va dire à raison d'une demi-journée à 2 journées par semaine, suivant les besoins de l'entreprise. Dans l'actualité du moment, ça a aussi l'avantage de pouvoir s'adapter aux réalités de l'entreprise. Ça doit être un vrai soutien pour les chefs d'entreprise plutôt petites et moyennes parce que c'est un peu prégnant pour le dirigeant. Alors ça peut être vite très prégnant parce qu'effectivement tout ce qui concerne le droit du travail d'une part est très évolutif et souvent c'est pas sa formation de base. Le chef d'entreprise est souvent dans la technicité qui est la sienne et qui a fait qu'il a monté son entreprise. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Un des premiers sujets souvent c'est le premier embauché.
J'y vais pas. Ouais. C'est une vraie question. C'est juste après la décision de se lancer en indépendant. Voilà, la question première arrive. Ouais, d'accord. Merci Alain. Allez, on se tourne vers Clotilde Morel. Bonjour. Mais qui êtes-vous ? Clotilde Morel. Moi, j'accompagne les TPE et les PME dans le pilotage de leur activité. Et donc, j'utilise mon expertise de contrôle de gestion pour faire le lien entre les chiffres du terrain et les chiffres de la compta. Ça passe par mettre en place des tableaux de bord, des indicateurs qu'on va suivre pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles avec tous les éléments et éviter les décisions au doigt levé, comme on fait souvent dans le démarrage ou même quand l'activité a un peu plus que démarré. Et puis ça passe par le prévisionnel et les reporting financiers. Super programme. C'est génial. Et avec quel outil? Je vous dirai ça plus tard. Un truc avec des cases. On va se tourner vers Alexandre parce que on a tous vécu ce moment de passage. Moi, j'aimerais bien connaître les raisons qui ont fait que toi, tu fasses ce passage, parce que ton activité de coaching sportif, en fait, c'est pas écrit au départ, et c'est même une activité dans l'indépendance qui peut être compliquée à assimiler, non ? La transition, comment est venu le déclic ? La prise de risque de te lancer entrepreneur. Alors après, cette envie d'entrepreneur, je pense que je l'ai toujours eu. Et en fait, le déclic, il s'est vraiment fait en tout cas sur mon expérience en tant que salarié. J'ai fait une quinzaine d'années en tant que salarié, toujours dans le milieu du sport. Et j'en étais arrivé à un moment où il manquait quelque chose justement pour pouvoir évoluer à titre personnel. Et toujours avec cette partie sous-jacente, vraiment cette envie, je ne sais pas pourquoi, en tout cas il y avait ça qui était installé. Et vraiment cette volonté d'être entrepreneur à son compte et puis de créer quelque chose, de créer une activité, une façon de faire, une façon d'être avec les autres dans l'accompagnement. Donc en fait les 15 années d'expérience, en tout cas en tant que salarié, ça m'a vraiment permis de mettre ça en place. Et à partir du moment où je me suis senti de passer en indépendant, presque ça arrivait tout seul, qui était assez étonnant. Le moteur, c'était le fait d'entreprendre, c'était de l'ambition. Ouais, le fait d'entreprendre, je pense qu'il y avait vraiment cette idée de pouvoir mettre ma patte, de créer quelque chose, voilà, peut-être que ça peut ressembler à d'autres courants, etc. Peu importe, c'était pas ça qui m'intéressait. Moi, c'était vraiment de faire, de façonner, de faire, et puis et finalement de transmettre ça quelque part. Ce qui a bien fonctionné pour moi, l'idée, c'est pour aussi le transmettre aux personnes pour qu'elles puissent en bénéficier également et continuer à évoluer, quoi. Super, bravo. Julie, et toi, même question. La transition, tu faisais quoi avant ? Et est-ce que c'était en lien, comme Alexandre nous l'a démontré ? Pour lui, c'était en lien. Est-ce que toi aussi ? Moi, j'ai eu un déclic. Je suis une ancienne DRH, donc j'ai œuvré pas mal d'années en tant que salariée. Et le déclic, en fait, de passer dans l'entrepreneuriat, c'est surtout un conflit de valeurs interne. Où je ne trouvais plus vraiment ma place en fait dans le salariat, et je me suis dit en fait je pense qu'il est temps pour moi d'aller créer réellement ce que j'ai envie de voir en fait, puisque c'est pour moi en tout cas c'est une offre de service qui n'existe pas, ou en tout cas mon état d'esprit fait que je ne le vois pas et je ne pouvais pas en tout cas dans mon activité pouvoir le faire, donc je le crée ailleurs. D'accord. Cool. Ouais, parce que des fois, on peut être salarié d'une entreprise et puis avec l'évolution, on n'a plus tout à fait les valeurs qui ressemblent à cette entreprise, parce que tout peut se modifier. C'est peut-être aussi un des moteurs à prendre son envol. Non, vous en pensez quoi ? Moi, clairement, la création de l'entreprise est venue après un moment où j'ai rompu avec ma vie de salarié. Ouais. Donc, j'ai commencé par rompre avec ma vie de salarié sans forcément me dire que j'allais être entrepreneur. Ouais, en tout cas, tout seul dans ta tête, comme ça, tu commençais à rompre. j'ai rompu. Ouais, non, Ouais. j'ai dit j'arrête d'être salarié. Donc, Ouais. j'ai commencé par cette étape-là, et seulement après, l'idée de la création est de dire du coup, je repars vers une fonction d'entrepreneuriat où j'ai créé ma société. Ça a été dans un deuxième temps. D'accord. Donc j'ai vraiment eu ce moment où je me suis dit, je ne me reconnais plus dans le salariat, dans le fonctionnement un peu hiérarchique, pyramidal qui existe dans beaucoup d'entreprises. Ouais. Et donc à ce moment-là, j'ai arrêté. Et puis après, voilà, des questions se sont posées et ça a débouché sur l'entrepreneuriat. Ouais, pour moi, ça a été vraiment un sujet de
faire mon métier comme je le voulais, sans qu'on me dise comment faire mon métier. Parce que dans une entreprise, on est une personne à un poste, on est l'expert de l'entreprise. Et constamment, on nous dit comment faire son job. Et moi, je voulais plus faire de concessions sur qui je suis et comment je fais mon métier. Et j'avais beau jurer par les congés payés et le salariat, l'évidence s'est imposée à moi. En fait, mon idée n'est pas faite pour moi. Là, au moment, je me suis dit, bon, il va falloir que tu passes le pas. D'accord. Et ça s'est bien passé? Ah oui, ça se passe bien. Ouais. Ouais, ça se passe super bien. Le sujet qu'on évoque aujourd'hui, le changement de posture entre salarié et entrepreneur, c'est quelque chose qui prend du temps et qui s'insinue à différentes étapes de la vie de l'entrepreneur. Et je pense que c'est hyper intéressant du coup de pouvoir s'entourer des bonnes personnes et pouvoir en parler. Parce que typiquement, il n'y a pas longtemps, je demandais à mon expert comptable quand est-ce que je t'envoie mes notes de frais pour être remboursé? Et au moment où je lui ai posé la question, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est moi qui me payais mes notes de frais maintenant. Donc, je ne dépends pas de quelqu'un. Et voilà, c'est ce shift de posture dont je continue à prendre conscience sur de plus en plus de détails. Alors, il y a effectivement le passage de le salaire tombe tous les mois, quoi que je fasse sans réfléchir. Ça, je pense que c'est la première chose dont on a tous conscience quand on devient entrepreneur. Et puis après, il y a tous ces petits détails qui font qu'ah mais oui, tu n'es plus salarié. Tu n'es plus salarié. Tous ces petits détails qui changent ta vie, en fait. Ils changent la vie. Mais effectivement, je trouve que c'est important ce que tu as dit là, sur le fait d'être entouré, d'être accompagné par des personnes qui... Parce que, ok, on est indépendant, on est seul, mais ça, pour moi, c'est vraiment un point clé, c'est d'arriver à trouver ces personnes-là qui nous permettent justement de continuer à faire avancer ce qu'on essaye de mettre en place. Donc pour moi, c'est vraiment un élément clé, ça. Ouais, et puis pour vivre son indépendance professionnelle, en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas très indépendant et qu'on a besoin d'autres capacités, d'autres ressources. Et tout seul au guidon, parfois, ça peut être compliqué. Ah bah, moi, ma plus grosse réalisation, c'est la grande arnaque de l'entrepreneuriat, c'est que tu ne peux pas prendre tes congés quand tu veux. Tu les prends quand tes clients sont en congé. Ça clairement, grosse désillusion. On va pas se mentir. Moi, je voulais partir en septembre. Le mois d'août, personne ne travaille. Je vais pas prendre de congé. Je vais pas en septembre. Voilà. Oui, je pense que pour rebondir sur cette question, un des mots, parce que moi j'ai commencé dans le cadre d'une franchise, et un des mots c'était indépendant mais pas seul. Et je pense que ça c'est hyper important, quoi. Quand on démarre, souvent c'est cette notion, effectivement on est indépendant, mais comment ne pas être seul dans cette indépendance, quoi. Sinon ça peut vite se transformer en galère. Exactement. Et donc rejoindre un des réseaux ou un des franchises ou un groupement ou tout ce qu'on veut, enfin en tout cas de façon à être certain de ne pas être seul. Oui, parce que tu le disais en préambule tout à l'heure, mais souvent le chef d'entreprise quand il se lance, c'est parce qu'il est sûr de son expertise professionnelle, mais c'est un autre métier que de gérer sa boîte. Oui. Et ça, nous sommes beaucoup arrivés dans l'entrepreneuriat en n'ayant que de faibles connaissances sur la gestion d'une boîte, sur des outils qui peuvent exister et tout ça. Donc, il faut bien comprendre, je pense que vous êtes d'accord avec moi, qu'en fait, on ne peut pas être tout seul, difficilement en tout cas. Il faut s'entourer. Oui, clairement. Enfin, moi, je veux bien ajouter... Ouais, vas-y. À ça, parce que moi, j'ai en effet une belle désillusion aussi, donc pas forcément pour l'histoire des congés, mais plus pour l'histoire des compétences. C'est que, en fait, moi, quand je me suis mise à mon compte, c'était pour exploiter ma zone de génie, dans laquelle, en effet, j'ai cette expertise. Et en fait, tu te rends compte que quand tu développes ta boîte, au final, ta zone de génie, elle prend peu de place par rapport à tout ce que tu dois développer au démarrage. Et là, le fait de pouvoir s'entourer de personnes expertes dans d'autres domaines comme la communication, le marketing, la comptabilité, ou en tout cas ce qui n'est pas toi ta zone de génie, en effet corrobore le fait qu'il faut savoir se faire entourer pour pouvoir justement faire pourquoi en fait. C'est joli ce mot de zone de génie. En fait, je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec toi. Tu as peut-être l'impression qu'elle prend pas beaucoup de place, mais c'est la place essentielle, mais elle est tellement simple pour toi parce que ça vient de là que voilà, mais elle est quand même bien présente. Elle est bien présente et c'est surtout la raison pour laquelle, comment dirais-je, alors, j'ai envie de dire oui et non, parce que en fait, la zone de génie, c'est ce qui fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, ça c'est sûr.
Maintenant, dans la réalité des faits, tu n'as pas forcément aussi les moyens de pouvoir t'entourer avec des personnes, merci Eric. Ça, elle est entourée, Julie. Voilà. On peut l'entendre. Non, mais en tout cas, ça, c'est une réalité aussi. Tu n'as pas forcément les moyens de pouvoir te faire entourer de personnes qui sont compétentes aussi dans les autres domaines pour te permettre de développer ton activité. Donc ça, c'est une vraie réalité aussi. Donc c'est aussi dans ce cadre-là que tu ne peux pas exploiter en tout temps ta zone de génie. Maintenant, en effet, c'est ce qui crée, qui donne l'envie de vouloir se lancer, c'est de créer son expertise auprès de ses propres clients, de la manière dont on veut, comme le disait Clotilde, avec qui l'on est et avec notre propre singularité. Et, souvent, un des freins à se lancer, c'est le côté gestion. Pour moi, la gestion d'entreprise, elle passe d'abord par savoir ce qu'on veut. Donc sa vision, qu'est-ce qu'on veut pour son activité, est-ce qu'on veut être millionnaire et faire beaucoup de chiffre d'affaires, est-ce qu'on veut travailler moins, est-ce qu'on veut... Donc déjà définir ce qu'on veut et ensuite on utilise Excel pour matérialiser tous les chiffres auxquels on vient de penser dans ce qu'on veut. Les chiffres, ça va être une rémunération désirée, un temps de travail, donc une prestation ou un produit vendu à tel prix, en quantité temps. Et donc tout ça, on va pouvoir matérialiser toutes ces infos-là quand on démarre vraiment dans Excel avec toutes les charges financières qu'on a pour cette mise en place. Et puis avec différents scénarios, différentes hypothèses, Excel va nous permettre rapidement de modéliser si c'est atteignable, si c'est pas atteignable, si c'est atteignable sous quelles conditions, qu'est-ce qu'il faut que je change pour que ce soit atteignable de manière plus OK avec ma vision. Et du coup, là, on a un outil qui reste simple, mais quand même très complet sur où est-ce que je peux avancer demain. Et pour revoir aussi ces chiffres au fur et à mesure de l'avancée de l'activité. Exactement. Donc, tu nous dis que c'est un support à la définition de la stratégie de la boîte pendant quelques temps, en tout cas. Ouais, c'est encore beaucoup utilisé en entreprise parce que ça reste très flexible comme outil. Et quand on démarre et que finalement, on a besoin aussi que beaucoup d'informations communiquent parce que toute information est chiffre. Et ces chiffres, on a besoin de les mettre tous au même endroit. Au démarrage et pendant plusieurs années de lancement, Excel, pour moi, ça reste l'outil le plus efficace et le plus pratique. D'accord. Ouais. Et une fois qu'on a parlé stratégie, chiffres, tout ça, de visibilité aussi, on peut appeler Julie qui est à ma gauche pour qu'elle nous aide aussi à mettre tout ça en ordre, tout ce qui reste à côté des chiffres. Complètement. C'est ça, en fait, c'est très complémentaire. Je peux en parler puisque j'ai utilisé les compétences de Clotilde justement par rapport au congrès. Et la complémentarité, c'est que, en tout cas, de ce que j'ai pu voir en pratique avec Clotilde et le contrôle de gestion, c'est vraiment de pouvoir... C'est un outil d'aide à la décision. Maintenant, qui sera complémentaire justement à ce que moi, je peux apporter, c'est le côté vision. C'est qu'en gros, moi, j'aide les chefs d'entreprise et d'entrepreneurs à créer leur vision, à voir là où ils veulent aller et pourquoi surtout ils veulent le faire, c'est de donner du sens. Mais après, on reste une entreprise, on se doit aussi d'être rentable et de pouvoir faire du business, entre guillemets. Et cet outil d'aide à la décision est vraiment fondamental pour se caler à notre vision et de faire les choses en sécurité. Et on vient matérialiser et mettre dans la matière vraiment toutes les hypothèses qu'on a eues et se dire, voilà, on a mis sur le papier et voilà à quoi ça correspond. Et mon rôle, comment moi je vis mon métier, c'est de leur dire maintenant ces chiffres-là, dans la vraie vie, ça correspond à recruter, anticiper ça. C'est pas juste un +1 dans un tableau, c'est aussi concrètement sur le terrain. Voilà comment ça va se jouer. Si tu prends cette décision concrètement sur le terrain, les impacts vont être là et là en fonction des chiffres que tu veux voir. Il y a aussi ce lien stratégique, de décision stratégique en fait. Il y a la vision des décisions stratégiques grâce aux chiffres. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu utiliser. Ce qui est important au début, notamment, c'est de ne pas être faux ou justement pas être aligné entre ce qu'on va mettre dans les chiffres et ce qu'on a en tête. On peut souvent être tenté au début, soit dans un sens ou dans l'autre, d'embellir ou autre, et de se retrouver rapidement non aligné entre ce qu'on a prévu de faire et le budget qu'on a, ou en tout cas les chiffres qu'on a mis sur le tableau. Et donc, cet exercice-là fait le plus possible en amont et le plus objectivement possible, et le plus en phase avec ce qu'on a envie de vivre. Je pense que c'est essentiel pour réussir, quoi. Oui, parce que toi, dans ton activité, si l'entreprise elle a l'ambition de s'enrichir de collaborateurs et qu'elle n'est pas prête à les recevoir, à les incorporer à son modèle économique, ça doit être plutôt compliqué, la relation entre... Alors,
Ouais, c'est Entre les gens. souvent une des questions qui arrivent dans les indépendants ou celui qui a créé son petit business, y compris d'artisan, quoi. C'est souvent les artisans, d'ailleurs, qui sont confrontés à ça. C'est à quel moment il est bon de... Enfin, c'est la peur de recruter, ça c'est clair. La peur de recruter, et là il y a un vrai choix aussi à faire, c'est soit effectivement je reste dans un domaine relativement refermé, et j'ai juste prévu de faire ma petite activité parce que je me fais plaisir, et dans ce cas-là, je vais accepter de refuser des contrats ou de les passer à des collègues. Soit effectivement, j'étais plus dans l'idée de créer une société et de la développer, et forcément, à un moment donné, ça doit passer par de l'embauche. Et souvent, l'artisan n'imagine pas ce que ça veut dire. Pour lui, c'est un truc abstrait, quoi. Alors, soit il y en a qui s'en foutent et qui vont embaucher sans savoir qu'ils ont un certain nombre d'obligations et qui vont se retrouver du coup dans parfois des problématiques qui vont peut-être remettre en cause la vie économique de leur société. Soit d'autres qui vont avoir peur parce qu'ils s'imaginent tout un tas de choses, tout un tas d'obligations qui vont les enfermer, les engager, etc. Voilà. La vérité, c'est ni l'un ni l'autre. Et tu préfères quel profil, toi, alors, à accompagner? Je préfère à la rigueur celui qui a un peu peur et qui se questionne. Parce que là, on va pouvoir effectivement plus l'accompagner. Moins de risques. Et le faire monter. Et puis au moins, il s'est questionné. Il n'est pas parti dans n'importe quel sens. Parce que le premier, souvent, quand on arrive, il est parfois déjà trop tard. Il s'est créé des contentieux. Si le contrat il est mal écrit au départ, il est mal écrit. Hein. Si tu arrives 6 mois après, il a été mal écrit. Donc voilà. Donc, vaut mieux qu'il se questionne avant. Chef d'entreprise, ça c'est bien. Mais il ne faut pas qu'il prenne le recrutement comme quelque chose d'impossible et qui ne va plus lui permettre de fonctionner. Et pour le coup, ça se chiffre et ça se regarde, en fait. Et oui. Vraiment. Et tout se chiffre. Et on vient pouvoir dire, voilà les conséquences. Si tu recrutes, ça te coûtera tant, avec les conséquences légales et réglementaires. Mais ça te permet d'accepter potentiellement tel marché ou quoi. Et voilà, on met tout dans la balance, en fait. Tous les éléments de décision sont là pour être... au moins, on sait pourquoi on a décidé et sur quoi on se base. Et on estime les conséquences de la décision. C'est vision avant l'action et évolution Idéalement. après. Et c'est pareil pour toi, j'imagine. Parce que quand le premier des collaborateurs ou le deuxième ou le troisième arrive, ça fait bouger le curseur aussi dans l'entreprise, sa gestion, mais pas que. J'imagine aussi pour l'image et tout ça. Alors justement, moi là, sur la partie vision, les embauches, en fait, là où il va y avoir le point d'ancrage, j'ai envie de dire, c'est vraiment que le futur collaborateur en fait puisse s'adapter à la vision, ou en tout cas puisse être en accord avec la vision de l'entreprise. Et le recrutement, donc au-delà des chiffres qui ont dit oui, on embauche, on y va, intervient justement OK, quel profil on prend, de quoi on a besoin. Oui, il y a les compétences techniques qui sont indéniables pour pouvoir tenir le poste, mais il y a aussi pour moi toute la partie mindset qui est fondamentale, surtout en plus aujourd'hui. Et je vois aussi quelques clients qui préfèrent en fait, on va dire, prendre des personnes avec moins de compétences techniques qui pourront former sur le tas, mais avec justement un état d'esprit qui est beaucoup plus en lien avec les valeurs et la vision de l'entreprise, parce qu'en fait, c'est un moteur. C'est clairement un moteur. Ouais, j'entends. Et on arrive là sur l'humain. On n'est pas encore à la fin de l'émission, mais ça se rapproche. Et on n'a pas beaucoup donné la parole à Alexandre. Mais alors, que ce soit une entreprise avec plusieurs collaborateurs, en tout cas, il y a au moins un dirigeant. Il faut avoir du peps. Cette entreprise, elle nous demande tous de l'énergie. Donc, il faut aussi, sur le côté santé et dynamisme, que le chef d'entreprise il se prépare, il soit prêt. C'est pas une épreuve sportive, mais peut-être pas loin quand même à des moments. Oh là, tu m'attendais pas là-dessus. Après, plus peut-être par rapport à moi, mais ouais, effectivement, je pense que c'est clairement ça. Par exemple, l'autre jour, là, j'intervenais là auprès de personnes, donc c'est des femmes qui sont en rémission de cancer du sein. Et alors, on a fait un parcours qui n'était pas non plus très très long. Ça faisait, je crois que ça faisait 4-5 km. Et ce que je trouvais incroyable, une fois que c'était terminé, je me suis dit, mais en fait, c'est absolument génial parce que c'est amené donc des personnes qui étaient en difficulté. Et sur le parcours, il y avait tout. Il y avait des montées, des descentes, ça glissait.
il y avait de la boue, c'était des chemins qui étaient plus ou moins étroits. Et à chaque fois, en fait, tout ce qu'on avait sous nos yeux, tout ce qu'on a réalisé, à chaque fois, on peut y rajouter cette partie symbolique par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'on est en train de faire. Et finalement, c'est pas tant la quantité. Donc, c'est pour rajouter. Effectivement, c'est quand même important de chiffrer parce que à la fin, elle était quand même intéressée pour dire, bah, voilà, on a fait 5 km, il y avait 250 mètres de dénivelé. Ok, les chiffres, c'est un repère, mais après, c'est comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ça, au-delà de ce repère-là et voir ce que ça a vraiment apporté. Et ce que ça a apporté, c'était... moi, je trouvais que c'était tant sur ce que je leur ai apporté à elles et ce qu'elles m'ont aussi apporté en retour. Je trouvais ça fantastique. Donc, et après, j'en étais même arrivé à me dire que finalement, j'ai cette chance-là de pouvoir utiliser l'activité physique dans mon cadre professionnel. Et ce qui confirme encore une fois qu'effectivement, cette activité physique, elle permet justement de faire avancer, de nous faire évoluer sur notre pratique professionnelle qui est souvent sédentaire. Donc, pour moi, en tout cas, c'est fondamental d'avoir cette possibilité d'activité physique et de pouvoir même la partager avec les autres et encore plus quand on la partage en milieu naturel. Voilà. Donc là, on a vraiment toutes les dimensions qui nous permettent de se sentir bien. Donc le chef d'entreprise, il peut partir avec ses collaborateurs faire un trek dans le massif de la Chartreuse, avoir besoin d'un tableur Excel pour voir les kilomètres qu'il va faire, les dénivelés ascendants ou descendants, c'est génial. Sache pourquoi ils les emmènent. Avec la vision du pourquoi on les emmène là-bas. Ouais, je pense qu'il est essentiel et qu'on oublie souvent, c'est quand même la santé du dirigeant. Effectivement, moi, une des interventions que je faisais régulièrement, c'était de rappeler que la première ressource de l'entreprise, c'est le dirigeant. Et que souvent, c'est celle qu'il a tendance à négliger en premier. Et que malheureusement, si le dirigeant il coule, l'entreprise souvent elle suit. Et qu'il y a différentes façons de le faire. Effectivement, l'économie en est une, l'alignement en est une, le fait de rester en santé en est aussi une troisième. Il y a plein de façons de rester en santé. Et on parlait tout à l'heure de se faire entourer ou d'être accompagné à travers un réseau, à travers des indépendants, à travers qui on veut. Mais c'est effectivement pour moi essentiel, quoi. Ouais, et pour Julie, je pense que ce sera le même positionnement que par rapport à mon activité. Mon constat, moi, mes clients, quand ils ont compris ce que j'allais leur apporter, in fine, qu'ils en aient conscience ou pas, ce qui est hyper important pour eux, c'est qu'ils se sentent moins seuls dans la prise de décision, clairement. Donc attention à l'isolement du chef d'entreprise. Ouais, Complètement. Le réseau, le réseau. Le réseau, le relationnel, c'est vrai que c'est savoir s'entourer de proches, mais de loin. Et voilà, participer à des moments d'échange comme celui qu'on peut avoir là, mais autres avec d'autres chefs d'entreprise, c'est essentiel. Ouais. Et par rapport à l'environnement, j'irais même plus loin, je ne sais pas si on a encore un peu le temps, mais l'environnement, l'entourage, c'est que l'idée, c'est de savoir s'entourer, parce qu'il y a être entouré et il y a savoir s'entourer. En fonction de ta vision, justement, en fonction de là où tu veux aller, forcément, si tu ne choisis pas les personnes que tu estimes juste pour toi, mais que tu le fais pour, je sais pas, une partie émotionnelle ou affective, c'est pas dit que ces personnes-là, en fait, va t'emmener là où tu veux. Donc, pour moi, c'est quand même une subtilité qui est très importante à prendre en compte par rapport à l'environnement et à l'entourage. Donc, pour résumer, chef d'entreprise, c'est devenir indépendant, mais il ne faut pas rester seul, il faut savoir s'entourer. Nul doute que vous ayez quelques réflexions après cet échange. Si vous voulez contacter nos membres voironnais, n'hésitez pas à aller sur carbao.net. Vous verrez, il y a une carte de France. Vous appuyez sur l'icône du club de Voiron et vous verrez leur profil, leurs coordonnées et vous pourrez rentrer en relation directement avec ces membres Carbao de Voiron. Merci d'être venus. Merci. À très bientôt dans votre club. Mesdames et messieurs, à très bientôt sur Place aux Experts. Merci. Merci, au revoir.